En près de 30 années, Marc Maoué s'est fait une place dans le monde, parfois décrié de l'architecture contemporaine. Formé en architecture à la Cambre, il a toujours posé son regard créatif pour penser la ville et organiser l'espace public. C'est particulièrement le cas pour le chantier de la caserne à Mons et la création de 126 logements. Mais attention, Marc Maoué, c'est la partie d'un tout, l'un des deux architectes du bureau Matador. Un bureau qui depuis 20 ans travaille le plus souvent hors des normes reconnues. Alors, que penser de l'architecture à Mons? Quel est son rôle et quelle place prend-elle dans le projet de Mons, capitale culturelle européenne? Réponse avec Marc Maoué qui est aujourd'hui face à vous. Bienvenue dans Face à vous, heureux de vous retrouver. Bonjour Marc Maoué. Bonjour. Merci d'être là. Quand on cherche Marc Maoué sur Internet, on tombe sur Matador. C'est voulu? Ah oui, c'est une nécessité presque impérative. Donc, le métier d'architecte est un métier à la fois créatif et à la fois, je ne devrais pas l'opposer d'ailleurs, et à lourde responsabilité. C'est donc à la fois un travail en solitaire, mais dans lequel il y a énormément de doutes. Et donc le doute, il est important de pouvoir le dissiper à travers des collaborations et des échanges. Et les responsabilités, il est important aussi de pouvoir les porter à plusieurs. Ça veut dire que Marc Maoué s'efface un peu devant Matador, qui est le bureau d'architecture, on le rappelle, bien oui, sûr. Donc c'est un bureau d'architecture qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Hein, on fête notre 20e anniversaire. Il y a donc une association d'abord avec un partenaire d'une loyauté et d'une fidélité d'engagement totale et des collaborateurs sur lesquels on peut se reposer. C'est une revendication, oui. Je crois que la starification de l'architecture, nous ne voulons pas y participer. On en reparlera de ça. Voilà, tout à fait. On en reparlera de ça. J'ai oublié de dire, si vous voulez réagir, poser des questions ou faire des commentaires durant cette émission, même après, vous pouvez le faire avec le hashtag Face à vous sur Twitter. Vous êtes architecte, mais vous êtes aussi scénographe, vous avez fait de la scénographie, vous avez fait de la muséologie. Vous êtes un homme complet? C'est à chaque fois essayer de chercher les circonstances qui se permettent à la fois de pratiquer son art, de se retrouver soi-même, de se questionner et donc d'habiter le monde, d'essayer de le transformer à travers toutes ces situations particulières. Un petit retour en arrière, nous sommes en 2001, vous créez le SIAC, vous vous souvenez du SIAC? Absolument, oui. Ça voulait dire le suivi indépendant des assises culturelles qui s'était tenu en 2001, je pense. Alors c'était à l'issue des assises culturelles lancées par Jean-Paul Leplusse et Elio Di Rupo lors de leur accession au pouvoir communal. Et vous vouliez vous assurer qu'il y ait un suivi à cela. Oui, il y avait une forme de dérision. Nous étions plusieurs acteurs montois de l'époque, Pierre Emtine, Jean-Pierre Scouffler, Jean-Raymond Carton, moi-même, etc. Donc c'était une équipe plutôt de joyeuderie, mais avec quand même un petit souci mouvement de vigilance. Contestateur. Tout à fait. Un petit mouvement contestataire. Contestataire, aussi. Oui. On bâtit pour qui et on bâtit pour quoi? On bâtit d'abord pour la collectivité, donc nous sommes des prestataires de services, donc nous avons toujours des commandes, qu'elles soient des commandes publiques ou des commandes privées. Je crois que notre obsession chez Matador, c'est même que lorsque nous sommes mandatés par un privé pour faire un travail, notre obsession, c'est vraiment de penser d'abord au bien commun et de voir comment ce travail privé, singulier, va s'inscrire dans un monde collectif. Ça, c'est vraiment, je crois, ce qu'on pourrait retenir de notre travail. Alors, un de votre contemporains parle aussi de son métier d'architecte, Rudy Ricciotti, que vous connaissez bien sûr, qui a conçu le Muséum, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. Voilà, il nous parle de son métier. Ce sont des images que nous avons empruntées à YouTube. L'architecture ne se fait pas impunément. L'architecture est aussi entre mégalomanie et psychopathie. Voilà les deux pôles auxquels sont confrontés les architectes. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, nous sommes plutôt confrontés à la difficulté d'être ou la difficulté du passage à l'acte. C'est cette question psychopathe où là réside l'authentique sensibilité des architectes. C'est si difficile d'être architecte, c'est toujours une opposition d'être architecte. Je ne suis pas du tout d'accord avec la manière dont monsieur Ricciotti, cet illustre confrère, évoque la question de l'architecture, parce qu'il l'évoque comme donc à travers des maladies qui seraient des maladies psychologiques. Donc il en parle à travers lui. Nous préférons parler de l'architecture à travers notre travail. Notre personnalité n'a aucun sens. Enfin, c'est pas qu'elle n'a pas de sens, mais... À contrario de Marc Maoué, ici, c'est le star system. On est en plein dans la starification. C'est un personnage truculent. Bien sûr. Voilà.
Alors, votre travail, on va revenir sur votre travail avec quelques photos de vos réalisations. La première, ce sont les bureaux Multitel Material Nova. Ça date de quand, ça? 1994, voilà. C'était donc à l'issue de... Ah oui, voilà, on voit à l'écran. À l'issue d'une exposition qu'on avait tenue au Grand Ornu en 1992. Nous avons été un peu découverts à l'époque. C'est ce qui vous lance. C'est ce qui nous lance, 1994, avec un courage incroyable d'une personnalité de l'époque, Jean-François Escarmel, qui était dirigé l'IDEA. Premier chantier public. Premier chantier public, de conséquence, puisque 4000 mètres carrés de laboratoire, avec une grande complexité à gérer ce projet très, très complexe au niveau programmatique et très complexe aussi parce qu'il rassemblait énormément de personnes avec des avis très divergents et des préoccupations très divergentes et qu'il a fallu concilier tout ça. Alors, projet suivant, et là on voit clairement que vous appartenez à l'architecture contemporaine, c'est la première maison privée, le Célibatman, c'est comme ça? Célibatman House, Célibatman, voilà, qui était donc même époque, même période, c'est ma maison personnelle. Une œuvre de jeunesse qu'on voit déjà ici avec une extension. Je dirais que je ne la renie pas, mais je ne ferai certainement plus. C'est une première œuvre. C'est un premier travail, oui. Alors, on poursuit avec la Maison Folie, que tout le monde connaît. Alors là, la Maison Folie, par contre, ça c'est une très grande époque, je vais y arriver. Ça, c'est une très grande étape dans notre travail, parce que c'est la première fois qu'on utilise ce type d'esthétique. C'est une véritable épreuve à travers laquelle on est passé, épreuve par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport au regard de l'autre, parce que dans un premier temps, elle a été très mal reçue. Il y a quand même eu 4 interpellations au collège communal pour non pas les arrêter, ces travaux, mais en tous les cas les modifier. Le pouvoir politique à l'époque nous a bien soutenus dans cette aventure. Et ils ont bien fait, puisque c'est un travail qui a été primé à diverses reprises. Alors aujourd'hui, c'est un projet, donc vous êtes sur un projet important en termes de revitalisation de l'espace urbain. C'est le projet de la caserne située à côté du théâtre du Manège, derrière la tour valenciennoise. Oui. Voilà, ça c'est un projet très important parce que vous m'avez dit c'est peut-être le dernier espace intramuros qui est repensé. Oui, de toute façon, c'est pas moi qui le dis. C'est un travail très important pour la ville de Mons, qui a été d'ailleurs initié par la ville de Mons. C'est ce qu'on appelle un partenariat public-privé, réhabilitation urbaine. Concours organisé par la ville que nous avons remporté en 2006, donc c'est évidemment il y a 8 ans, qui est en train de se terminer maintenant. Nous sommes c'est là que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, nous sommes les prestataires de services d'un promoteur anversois, en l'occurrence. Mais notre travail, je crois, a été apprécié justement par les qualités urbaines qu'il revendiquait. Avant d'être un travail d'architecture, c'était avant tout un travail sur le quartier. Et donc, je crois que c'est à cette qualité-là que les organisateurs du concours ont été réceptifs. C'est ça, la revitalisation de l'espace urbain. Vous dites sur votre site, très beau site d'ailleurs, merci. Qu'il faut aller voir, matador.be. Donc, vous dites sur votre site, à cette échelle, le projet doit apporter une plus-value architecturale et urbaine à la ville. Oui. C'est ça le travail d'un architecte. Quand nous avons présenté le concours, nous avons appelé notre projet Corps de ville. Donc nous étions là pour présenter du logement, mais en fait nous défendions plutôt un morceau de ville. Donc c'était plutôt la dimension urbaine et justement cette dimension collective que nous défendions, non pas au mépris de la commande privée qui nous était faite, mais parce que cette commande privée devait absolument, à nos yeux, trouver écho d'abord dans la dimension publique du projet. Si on peut juste revoir les images, si en réalisation on peut revoir les images, juste pour dire que ce projet ne fait pas l'unanimité. Ah non, bien loin de là, oui. Clairement, bon, Mais il y a des couteaux dans le dos. Enfin, peut-être pas dans le dos, mais il y a des critiques. Voilà, c'est un projet qui fait débat. C'est un projet qui fait débat. C'est un projet qui, depuis qu'il est né, c'est-à-dire en 2006, et pendant toute son évolution, a reçu un fort soutien. De nouveau, là, c'est un partenariat public-privé, donc on ne peut pas jouer dans l'opposition, on ne peut pas faire de l'opposition. Donc là, il y a eu véritablement une équipe qui s'est constituée avec les acteurs de la ville de Mons. Qui a suivi le projet. Qui a suivi le projet. Donc vous vous sentez
Oui, c'est un... soutenu, entre guillemets. Ah, on se sent non seulement soutenu, mais c'est un partage réel. Ouais. Et on a pu participer à la désignation des auteurs de projets de l'espace public, puisque c'était aussi important que celui d'architecture. Donc vraiment, là, je crois que même si pour l'instant il y a des tensions sur ce dossier, je crois que au bout du compte, chacun s'y retrouvera et que chacun pourra le revendiquer. Alors, on va parler de la transgressivité de l'architecture, ce qui est un peu le cas de ce bâtiment. Oui. Il n'y a pas que moi qui pose les questions dans cette émission. J'ai demandé à Hugues Wilquin, qui est chef de service génie architectural et urbain à la faculté polytechnique de Mons, qui est architecte, bien sûr, de vous poser cette question. Bonjour Marc. Jean Nouvel, célèbre architecte, a fait inscrire sur les portes monumentales du marché couvert à Sarlat, que tu connais, cette citation du sociologue et philosophe Jean Baudrillard. L'architecture est un mélange de nostalgie et d'anticipation extrême. Anticipation extrême que l'on peut rapprocher des objets singuliers que Baudrillard et Nouvel évoquent dans leur livre éponyme. Alors Marc, j'aimerais te poser une question. Les objets architecturaux singuliers, qui se nourrissent entre autres des arts actuels, ne provoquent-ils pas nécessairement des frictions difficiles, car transgressives, mais bien utiles dans un monde apeuré et normé? Merci Marc. Oula. Oui. Ça, c'est une réponse c'est sérieux. Pour vous permettre de réfléchir. Je remercie Hugues Wilquin d'avoir joué le jeu du Skype pour vous poser ces questions, qui est préparé. Hein. Voilà. Non, si on en revient à la transgressivité, au rôle transgressif de l'architecture, confronté aux réalités, confronté aux normes. Je crois que d'abord, donc, il est clair que l'architecture est un métier à lourde responsabilité, mais comme tous les actes humains, il n'y a pas de métier plus responsable que d'autres, mais parce que c'est un métier qui a l'ambition de transformer le monde. Donc, son premier acte, dans l'acte créateur, le premier acte, c'est d'abord de re-questionner la question. Et donc, de le faire même jusqu'à dire qu'elle est mal posée, cette question, et qu'il faut donc la poser d'une autre manière. Donc forcément, il y a là un acte transgressif, puisque questionnant. Mais nous ne revendiquons... Oui, il y a un certain nombre de nos travaux qui sont singuliers. Dans le travail, par exemple, de la caserne, je crois que c'est à la fois un mélange de contemporanéité et de respect des... Mais non, si vous aviez dit ça, c'est une œuvre contemporaine, mais qui respecte le cadre du 18e, enfin le cadre architectural d'époque. Oui, la source d'inspiration, quand on voit cette façade qui est particulièrement récréée pour l'instant, la source d'inspiration a été l'équilibre des pleins et des vides des maisons 18e, puisqu'on est dans une ville dans laquelle le 18e siècle a fortement imprimé son école. Et donc... c'est fort de cette lecture d'un monde que l'on ambitionne de transformer, que l'on respecte à la fois ce qui le constitue et qu'on amène peut-être ce petit plus, forcément, puisque nous sommes quand même des créatifs, ce plus qui lui permet d'évoluer. Et donc dans une fusion entre le passé, le présent et le futur, mais que nous ne gérons pas, on ne gère pas le futur. Ok, je pense que vous avez extrêmement bien répondu. Oui, c'est très magnifique. En retour à votre actualité, vous êtes le commissaire de l'exposition Regard en mutation. On revient à la ville de Mons, qui est une ville aussi en plein chantier. Dans le cadre de Mons 2015, on vous a demandé de témoigner des travaux que vit actuellement la ville. Oui, alors moi je ne témoigne pas. Hein, donc voilà. Vous êtes soyons clairs. Je coordonne, commissaire, vous coordonnez. Voilà. Je coordonne une mission qui est en fait menée par 4 photographes, enfin 3 photographes et un vidéaste, qui ont été choisis. Le vidéaste parce que c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la vie locale, Rino Loviello. Et puis les 3 photographes sont des gens qui sortent de l'école et c'était pour eux sans doute, enfin nous estimions que c'était pour eux une possibilité de pratiquer leur art, d'avoir une commande rémunérée, ce qui est très rare quand même. Voilà. Et donc, oui, forcément, cette cristallisation de la transformation de la ville, une ville se transforme tout le temps, mais elle se transforme généralement lentement et dans des termes assez longs. Ici, évidemment, avec l'événement 2015, l'espace et le temps de cette transformation se cristallisent. Et donc, la ville de Mons et la Fondation Mons 2015 ont jugé utile de garder trace de cette transformation, et de la documenter. Mais
avec une dimension en plus, qui est une dimension artistique. Il ne s'agit pas exclusivement de garder des traces documentaires, mais aussi de revendiquer cette dimension culturelle et artistique, puisque c'est un peu la vocation de cette capitale. Alors, on a vu des photos, l'exposition se tient au BAM actuellement, aussi très belle photo, mais très, très chouette exposition. Une question assez naïve, quand un peintre s'attaque à une toile, on ne peint pas son travail, on ne photographie pas son travail, on photographie la toile quand elle est terminée. C'est pas se mettre en danger que de photographier un chantier, des travaux, et de ne pas finalement s'atteler juste au témoignage de l'œuvre terminée? Non, ça, je crois qu'il faudrait d'abord poser la question au photographe, puisque forcément, moi, je ne suis pas photographe et je suis bien incompétent en la matière. Non, en fait, ce qui leur a été demandé, c'est d'abord, en effet, de documenter ces transformations, de documenter les chantiers, et puis eux le font avec leur regard de plasticiens. À la fois, ils doivent capter des images qui permettront dans le futur de dire tiens, ça s'est passé en telle année et on reconnaît tel ou tel site, mais à la fois ils le font en cadrant, en habitant leur regard, et un certain nombre de photos, d'ailleurs c'est le propos de l'exposition, c'est de ne pas parler des sites, mais au contraire de faire dialoguer les photos entre elles, de manière à créer une nouvelle narration. C'est un peu ce qu'on a revendiqué à travers cette exposition. Donc, voilà. Je ne crois pas qu'il y ait de mise en danger. Alors, grand chantier de Mons, la gare de Mons, on ne va pas refaire le débat autour de la gare de Mons. On a juste retrouvé une interview, et je voudrais vous la faire entendre, de son créateur de la gare de Mons, qui parle du rapport entre l'architecture et l'argent. Il s'agit bien sûr de Santiago Calatrava, que nous écoutons. L'architecture est souvent associée à des concepts financiers et économiques. C'est-à-dire que le temps d'amortissement d'un investissement doit être égal au taux d'intérêt que me rapporterait cet argent si je le plaçais sur un compte bancaire. que me aportaría el capital que estoy invirtiendo si lo hubiese puesto en un banco. Es ridículo este tipo de C'est un raisonnement ridicule, car les œuvres nous survivent. Je trouvais c'est intéressant, en tout cas, de vous le faire écouter. Est-ce que le projet de la gare de Mons n'a pas été pointé du doigt parce que les gens n'ont simplement pas compris pourquoi on a implanté une telle gare à Mons? On dessinait. Alors, je crois que ce qui est intéressant dans le tout petit extrait que vous avez passé, c'est qu'à la fois, oui, ça cristallise un peu les tensions du monde de l'architecture. À la fois, ce que dit M. Calatrava, il parle d'argent, et les images qui accompagnent son propos, ce sont au contraire des images de ces gestes complètement libérés de toute contingence. Et je crois que c'est un peu peut-être finalement ce en quoi on pourrait résumer l'architecture, c'est-à-dire à la fois un acte de lourde responsabilité avec toutes les contraintes pratiques et financières que ça rejoint, et à la fois l'aspiration à en être libéré. C'est ça sans doute la complexité du métier d'architecte, c'est de devoir, nous en tout cas, en ce qui nous concerne à notre petit niveau, nous devons respecter des budgets, et en même temps on a l'ambition de pouvoir faire des choses qui à certains moments pourraient peut-être être dispendieuses. Mais le bonheur des gens, c'est difficile à l'évaluer en termes financiers, en termes je ne sais pas de quoi il parlait, là, d'intérêt sur un compte en banque. C'est très, très difficile d'évaluer ça comme ça. Alors, donc, je le rejoindrai en tout cas sur un point, c'est que ce n'est pas à l'aune des intérêts bancaires que l'on évalue la pertinence ou la qualité d'un projet. Mais c'est intéressant de l'entendre. L'émission se termine bientôt, déjà, ça va vite. Globalement, quel regard vous portez sur cette ville en mutation? C'est pensé, c'est réfléchi, c'est bien coordonné, ça va nous faire avancer? En tout cas, il y a un très, très, très gros effort de lifting sur la ville. Alors, on le vit tous de manière assez pénible. J'habite Mons, vous aussi. Pour venir ici, j'ai dû traverser le bruit, les travaux multiples, etc. Ça met une énergie monstrueuse en place. Je crois que les habitants, pour l'instant, en souffrent. Les équipes qui gèrent ça à la ville ont un travail mais monstrueux. Et donc, dans 2 ans, on peut imaginer que ce sera terminé. Et je crois, dans tous les cas de figure, que ce sera de toute façon pour un mieux.
Voilà. Les architectes disent les bâtiments doivent être utiles, beaux et solides. J'espère que ce sera le cas à Mons. Pour que je vois que vous avez été rechercher les grands fondamentaux. Oui, les grandes citations. Merci Marc Mawé d'avoir été notre invité. Merci d'avoir traversé vos réalisations. Donc l'exposition In Out, c'est au BAM. Allez la voir, c'est une superbe exposition. Merci à vous de nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine avec François Maquet. Revivez l'émission sur télé-mb.be et sur notre chaîne YouTube Télé-MB TV. Et puis questions, commentaires, réactions, critiques même. # face à vous Twitter. Au revoir.